bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République a rendu hommage à la mémoire de feu Ahmed Mohamed Silayo. Au Moyen-Orient, une nouvelle frappe israélienne cible la banlieue sud de Beyrouth. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à feu Ahmed Mohamed Silayo, ancien président du Somaliland, décédé hier soir à Hargeisa. C'est avec consternation et tristesse que j'ai appris le décès de feu le président Silayo, a déclaré le chef de l'État. Il laisse son héritage un riche répertoire d'idées, d'approches novatrices et de stratégies ingénieuses qui ont grandement contribué au développement économique et à la promotion de la coexistence pacifique dans notre région. Le chef de l'État a également souligné le rôle de rassembleur du défunt, saluant sa capacité à bâtir des consensus, véritable ciment de la cohésion sociale et de l'intérêt commun. Puisse Dieu l'accueillir en son paradis éternel, a-t-il conclu en adressant ses condoléances attristées au peuple du Somaliland, au gouvernement ainsi qu'à la famille et aux proches de l'ex-dirigeant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La 6e édition de la foire régionale d'Ali Sebieh, inaugurée le jeudi 14 novembre au Grand Hall Huria, continue d'attirer un public nombreux et enthousiaste. Cet événement rassemble des jeunes créatifs, des femmes artisanes talentueuses et des producteurs venus de toute la région, y compris des localités rurales. Les produits artisanaux traditionnels sont au cœur de cette édition qui met en lumière une large diversité d'articles, objets artisanaux traditionnels, savons, poudres et solides pour le linge, ceintures et jus produits à Samo, tissus teintés comme les boubous, objets de décoration réalisés à partir de matériaux recyclés, plantes en pépinière, fruits et légumes cultivés localement. Cette foire s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, organisée par le Club des jeunes entrepreneurs djiboutiens en collaboration avec son antenne locale à Sadiouk, la préfecture et l'instance régionale de la décentralisation. Lors de la 2e journée, plusieurs personnalités ont honoré l'événement de leur présence. Le ministre du Budget, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, le préfet de la région, le président du conseil régional, d'autres parlementaires ainsi que des responsables locaux dont le colonel Waas Omar Bourré et la présidente du club des jeunes entrepreneurs. Les visiteurs venus en grand nombre ont pu découvrir et admirer la créativité remarquable des artisans et entrepreneurs de la région. Les stands régorgeants de produits variés ont suscité l'admiration des personnalités présentes qui n'ont pas hésité à saluer, encourager et soutenir les exposants en achetant leur création. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités s'est dite enchantée de découvrir le savoir-faire artisanal et les richesses de nos territoires, aussi variés qu'étendus. Nous l'écoutons. La foire nous a permis vraiment de découvrir le savoir-faire artisanal, le savoir-faire de notre terroir vraiment du pays, aussi large qu'il soit, aussi divers qu'il soit, aussi beau qu'il soit. Et ça nous a permis vraiment de découvrir, mais également de promouvoir également l'artisanat national, également de promouvoir le travail qui est fait par les femmes. Et nous, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous essayons tant bien que mal justement d'aider ces femmes et ces hommes qui souhaitent entreprendre à partir de leur région, qui souhaitent promouvoir leur région, de leur apporter notre soutien en tant que gouvernement. Et vraiment, ce fut vraiment un événement non seulement très traditionnel, très coutumier, mais également très festif. Nous remercions toute la région d'Ali Sebieh, nous remercions la population pour tout cet accueil chaleureux. Je ne saurais conclure avant également de remercier les honorables députés qui également nous ont accompagnés et qui nous ont conviés à cette cérémonie. Et de son côté, le ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Rouhab, a exprimé sa joie tout en rendant hommage au préfet de la région, au président du conseil régional, aux femmes influentes ainsi qu'aux jeunes entrepreneurs dynamiques de la région. Il a particulièrement salué les membres du club des jeunes entrepreneurs, organisateurs de cette fête foraine annuelle. C'est un honneur pour nous et pour la région, a-t-il dit. Nous leur apportons tout notre soutien.
Le 11 novembre, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, a inauguré la COP29 sur le climat à Bakou, en Azerbaïdjan. Il a également représenté le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au sommet des chefs d'État les 12 et 13 novembre, aux côtés du président azerbaïdjanais et du secrétaire général de l'ONU. En marge de la COP29, il a présidé un événement organisé par Djibouti, rappelant la vulnérabilité du pays face au changement climatique et plaidant pour un financement international et privé afin de soutenir les actions d'adaptation et d'atténuation. Il a aussi participé à une session sur la sécurité alimentaire organisée par l'IGAD, soulignant les efforts djiboutiens pour réduire l'impact du changement climatique et d'El Niño. Et enfin, le ministre a annoncé l'adhésion de Djibouti à la coalition mondiale de solidarité issue du sommet africain sur le climat de Nairobi en 2023. Et justement à la COP29 où le ministre a représenté Djibouti, la mobilisation des pays africains a pris une ampleur particulière. Il réclame une juste compensation pour les dégâts liés au réchauffement climatique, notamment par la mise en œuvre immédiate du fonds pour pertes et dommages adopté à la COP27. Les délégations africaines insistent sur la responsabilisation des pollueurs, la transparence des marchés internationaux du carbone et une transition accélérée vers les énergies renouvelables. Bien que le continent soit responsable de moins de 4% des émissions mondiales, elle subit des impacts disproportionnés, soulignant l'urgence d'une justice climatique. À Bakou, donc, l'Afrique demande des engagements concrets et une action rapide pour garantir un avenir durable et équitable. Dans l'actualité également, les épreuves écrites du concours de recrutement des élèves professeurs du MENFOP pour la rentrée 2025-2026 ont débuté ce samedi dans les différents centres d'examen. Cette année, pas moins de 4 626 candidats se sont inscrits pour concourir à l'obtention de l'un des 350 postes disponibles répartis dans 20 disciplines couvrant l'enseignement préscolaire, primaire, moyen et secondaire. Des postes spécifiques pour les professeurs des écoles bilingues figurent également parmi les offres. Ces épreuves écrites marquent une étape cruciale dans le processus de recrutement qui se poursuivra avec des épreuves orales pour les candidats retenus à l'issue de cette première phase. Et comme chaque année, le concours est organisé par le ministère du Travail en partenariat avec le MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale. Pour cette session 2024, une nouveauté notable mérite d'être soulignée. Les candidats ont désormais la possibilité de postuler pour des postes dans les régions. Cette mesure vise à renforcer la stabilité des équipes pédagogiques dans les zones éloignées et à améliorer la qualité de l'enseignement à l'échelle nationale. Les secrétaires généraux des ministères du Travail et de l'Éducation ont supervisé les examens au centre de formation et au lycée d'État de Djibouti pour assurer leur bon déroulement. Et lors de cette tournée, le secrétaire général du ministère du Travail a salué le dispositif mis en place par le MENFOP pour garantir des conditions optimales aux participants, témoignant ainsi de l'importance accordée à la sélection rigoureuse des futurs enseignants. On l'écoute. Le 16 novembre 2024, le ministère de l'Éducation et le ministère du Travail sont engagés dans l'organisation du concours de recrutement des élèves professeurs. Ce concours attendu par tous les jeunes qui veulent faire carrière dans l'enseignement est un concours qui est le seul qui offre de réelles opportunités d'insertion pour ces jeunes. 350 postes sont ouverts pour combler les besoins en enseignants. Et chaque année, c'est un concours que nous avons l'habitude d'organiser grâce à une collaboration entre nos ministères. Les choses se déroulent très bien. 4 617 candidats sont inscrits pour 350 postes offerts. Tout se déroule dans la sérénité et il n'y a aucun incident à déplorer. Merci.
Et parallèlement, la République de Djibouti célèbre aujourd'hui une grande victoire internationale. Barak Hussein Ahmad, élève du lycée de Djibouti, a décroché la médaille de bronze lors de la prestigieuse Olympiade arabe de mathématiques qui s'est tenue à Doha, au Qatar, du 10 au 16 novembre dernier. À ses côtés, Mohamed Moussa, élève du lycée de Hodan, a également été distingué avec une mention honorable. Ces résultats marquent un jalon historique pour Djibouti qui participait pour la première fois à cet événement d'envergure. Cette Olympiade réunissant des lycéens de 21 pays arabes a offert une plateforme d'excellence où les participants se sont affrontés dans des épreuves exigeantes axées sur des problématiques mathématiques complexes, organisées en partenariat avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences et la Commission nationale du Qatar pour l'éducation. Elle constitue un rendez-vous incontournable pour promouvoir l'excellence scientifique dans le monde arabe. Le parcours remarquable de Barak Hussein Ahmad illustre l'immense potentiel des élèves djiboutiens. Ce succès est également le fruit des efforts conjugués par le ministère de l'Éducation nationale et des enseignants bénévoles de l'Association pour le développement des activités périscolaires, qui accompagnent donc et préparent les jeunes talents aux compétitions internationales. Et dans une déclaration officielle, le ministre de l'Éducation nationale a exprimé sa fierté. Cette médaille de bronze est une source de grande fierté pour Djibouti, a-t-il dit. Elle illustre le talent et la détermination de notre jeunesse, ainsi que l'investissement constant de notre système éducatif dans l'excellence académique. Nous adressons nos félicitations les plus chaleureuses à Barak Hussein Ahmad et à tous ceux qui ont contribué à cet exploit. Et pour couronner ces victoires, les jeunes champions de l'Olympiade arabe et leurs accompagnateurs ont été donc reçus par l'ambassadeur de Djibouti à Doha. Autre information, ce matin, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une visite de terrain au chantier de construction de la caserne implantée au lac Assal. Eh bien, cette inspection avait pour but de faire le point sur l'avancée des travaux jugés cruciaux pour le développement stratégique de la région, qui revêt une importance capitale tant sur le plan militaire qu'économique. Accompagné de plusieurs hauts responsables militaires, le général a mis l'accent sur l'urgence de dynamiser le rythme des travaux afin de respecter les délais et objectifs fixés. Selon lui, cette infrastructure ne se limite pas à un simple projet de construction, mais représente un pilier fondamental pour le renforcement de la sécurité et la stabilité dans cette zone sensible. La caserne, une fois terminée, jouera un rôle stratégique essentiel pour la consolidation de la présence militaire dans la région, tout en contribuant à la sécurisation d'un secteur clé considéré comme le futur moteur économique du pays. Eh bien, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a également rappelé l'importance de cette zone en tant que point névralgique pour les initiatives de développement à long terme. Au cours de cette visite, une attention particulière a été portée sur les mesures de sécurité, aussi bien pour la protection des infrastructures en cours de construction et pour celle des personnels engagés sur le site. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est assuré personnellement que toutes les normes et protocoles de sécurité étaient strictement respectés et a exigé une optimisation constante des dispositifs de protection afin de garantir un environnement de travail sûr et efficace. Le moral des soldats déployés sur ce chantier a également été un point d'intérêt majeur pour le chef d'état-major, donc en prenant le temps d'échanger directement avec les militaires présents. À la une également pour leur troisième journée à Djibouti, la maire de la ville de Rabat, Fatiha El Moudni, et sa délégation ont visité la société de gestion de terminal à conteneurs d'Oralé. Cette visite s'est déroulée en présence du maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud Mohamed, accompagné d'élus locaux des communes de Belbela et de Razdika, ainsi que de ses conseillers et proches collaborateurs. Lors de cette rencontre, l'équipe de la SGTD a présenté les infrastructures du terminal, soulignant sa capacité à traiter jusqu'à 1 million de conteneurs par an, une performance qui place Djibouti au rang de troisième plus grand port du continent après Tanger au Maroc et Port Saïd en Égypte. Les échanges ont également mis en avant le rôle stratégique du port de Djibouti, véritable pilier du commerce mondial et de l'économie régionale. Eh bien, le terminal s'impose comme un hub logistique incontournable au cœur d'un pays en pleine croissance économique et ouvert à la mondialisation.
La délégation a poursuivi sa visite dans la zone ferroviaire où le chemin de fer Djibouti-Addis Abeba a été présenté comme un exemple d'intégration régionale. Ce réseau moderne essentiel pour les échanges entre les deux pays illustre l'engagement de Djibouti à renforcer ses infrastructures pour soutenir un développement durable. Cette journée a mis en lumière les nombreuses synergies possibles entre Djibouti et Rabat, notamment dans leur vision commune du développement urbain et économique. Une collaboration décentralisée fondée sur l'échange d'expertise et de bonnes pratiques. Le séjour officiel de la délégation marocaine se poursuivra demain, dimanche 17 novembre, avec un moment fort, la pose de la première pierre du projet Cheikh Moussa, marquant une nouvelle étape dans le développement de la ville de Djibouti. Et à l'issue de cette visite, le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud Mohamed, a exprimé sa fierté pour les progrès accomplis, tandis que son homologue de Rabat, Fatih Al-Moudni, a salué les efforts de Djibouti pour devenir un acteur majeur de la mondialisation. Sur la relation entre Djibouti et Rabat dans le cadre d'une coopération décentralisée très très profonde. Donc cette coopération a commencé, comme je l'ai expliqué, depuis 2022, mais nous sommes là aujourd'hui pour témoigner et pour dire à Djibouti que le Maroc, que Rabat, à travers sa capitale Rabat, est là pour travailler sur plusieurs projets et qui touchent à l'infrastructure, à la mobilité urbaine, à l'adressage, comme a été mentionné hier durant la réunion qu'a bien voulu Monsieur le maire nous accorder hier dans l'après-midi au sein de la mairie de Djibouti. Et justement, nous avons plusieurs projets sur lesquels nous pouvons travailler pour que la coopération entre nos deux villes soit plus concrète. C'est dans le cadre de notre visite que nous avons préparée depuis un certain temps. Ma sœur, Madame Moudni, a bien voulu nous rendre visite, rallonger la coopération qui existait déjà entre les deux villes, plus particulièrement notre première réunion technique hier après-midi. Nous avons avancé beaucoup de dossiers et nous avons même mis en place un comité technique de préparation pour, dans le futur, un vrai accord de jumelage entre Rabat et la ville de Djibouti. Le ministère de la Santé a lancé une campagne de pulvérisation spatiale pour éradiquer les moustiques, vecteurs de maladies comme le paludisme et la dengue. Cette action menée par des équipes spécialisées cible les zones à risque en éliminant les moustiques adultes et en détruisant les gîtes larvaires. Des pulvérisations aériennes et intradomiciliaires compléteront ces mesures. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation encouragent l'hygiène environnementale et l'utilisation de répulsifs et de moustiquaires imprégnés pour se protéger. Cette campagne s'inscrit dans une stratégie préventive avant la prolifération des insectes. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du Dr Hussein Youssef Delal, directeur général de l'Institut national de santé publique. Nous sommes en train de poursuivre les activités que nous avons démarrées depuis pratiquement 2 semaines. Donc depuis la saison de pluie, nous nous attendions à ce qu'on appelle une prolifération de vecteurs qui sont de 2 types, les mouches et les moustiques, que ce soit les moustiques du type paludisme, qu'on appelle les anophèles, ou bien ceux qui sont responsables pratiquement de la dengue, du Zika et du chikungunya. Cette activité est menée par toutes les composantes de lutte contre le vecteur du ministère de la Santé, à savoir l'Institut national de santé publique, la Direction générale de la santé publique et de la prévention, le programme national du paludisme, contre le paludisme, mais aussi la Direction de la promotion de la santé. C'est une activité conjointe du ministère de la Santé. Cette activité se combine en plusieurs étapes. Premièrement, comme on l'a coutumé, nous faisons la destruction des gîtes larvaires, que ce soit des gîtes larvaires, donc là où il y a un bac d'eau propre ou sale. Deuxième partie, nous faisons ce qu'on appelle la destruction des gîtes dans les maisons abandonnées, qui sont déjà répertoriées. Troisième point, nous faisons la destruction des eaux de ruissellement,
qui viennent ou qui proviennent des maisons domestiques. Ça, ce sont la distribution du gîte larvaire. Nous faisons la pulvérisation à froid, donc vers 5h, 6h du matin contre les mouches, la prolifération des mouches au niveau de certains quartiers, au niveau du marché. Nous faisons la pulvérisation spatiale qui consiste à pulvériser les quartiers chauds, sensibles, où il y a la prolifération des anopheles, qui sont déjà connus. Mais également, qui est très important, nous allons bientôt démarrer la pulvérisation intradomiciliaire. Nous demandons à la population surtout deux choses, de ne pas jeter, que ce soit les ordures ménagères, et d'éviter de verser de l'eau de ruissellement sortant des ménages. Et deuxième point, nous leur demandons de dormir sous moustiquaires imprégnés. Et surtout, très important, à travers les élus locaux, la municipalité, le comité de gestion de la santé et le comité de gestion familiale des quartiers et les chefs des quartiers, nous leur demandons, lorsque nos personnels viennent sur site, viennent dans vos maisons, vous aider, soit par destruction, soit pour mettre les produits dans vos toilettes, accompagnez-nous. Autre événement donc marquant l'actualité de ce 22h, c'est cet atelier organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour sensibiliser les artistes au statut légal et aux droits socio-économiques. Une trentaine d'artistes ainsi que des responsables locaux et ministériels ont participé à cet événement à Dikil, animé par Mme Belan Ahmed Guedi, experte en droit d'auteur. L'atelier a abordé les avantages d'un cadre juridique pour les artistes, couvrant la protection sociale, économique et professionnelle. Un questionnaire a été distribué pour mieux comprendre leurs besoins. Parallèlement, des discussions ont été menées sur la préservation du patrimoine régional. Cette initiative reflète l'engagement du ministère de la Culture envers la reconnaissance et la valorisation des artistes et de la culture nationale. Écoutons maintenant un extrait du discours du président du Conseil régional de Dikil. L'atelier est un atelier de renforcement de capacité qui vise à identifier, à faire une enquête pour la mise en place du statut de l'artiste. Elle vise également au recensement de patrimoine matériel et immatériel de la région de Dikil. Donc vous êtes tous des artistes dans différents domaines, que ce soit des sculpteurs, que ce soit des arts traditionnels, ou que ce soit des chanteurs. Nous avons invité l'ensemble des artistes de la région de Dikil, que ce soit à Yoboki, à Sehela, à Mouloud ou bien à Dikil-Ville. On espère que le ministère, avec la feuille de route du membre du gouvernement qui est la leur, initiée par le président de la République, à ce que ces artistes puissent bénéficier de ce statut à court terme afin qu'ils puissent avoir vraiment une vie décente. Ce statut permet d'ouvrir de nouvelles horizons, c'est-à-dire que vous aurez la carte de CSLS, les différentes... votre travail sera valorisé et reconnu tel en tel. Donc c'est très important de suivre cette formation avec assiduité et de répondre aux questions de façon efficace. Je remercie à cette occasion la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui a voulu initier cette première initiative, que nous avons honoré à initier cette première initiative dans la région de l'Unité. Un mot en sport à présent. Après le succès du tournoi interservice de Tadjoura, c'était au tour de la ville de Dikil d'accueillir son propre événement sportif. Organisé dans l'après-midi d'hier sur le gazon synthétique de la ville par la sous-direction du secrétariat d'État chargé des sports,
Le tournoi a été officiellement lancé en présence de plusieurs personnalités du secrétariat d'État et des autorités locales. Le coup d'envoi a été donné par M. Omar Hassan Abdallah, directeur des régions, en compagnie de M. Youssouf Abdallah, directeur adjoint donc au secrétariat d'État chargé des sports, et de Jama Hussi, sous-directeur donc des sports à Dikil. La cérémonie d'ouverture a également réuni des hauts cadres, des notables de la ville et de nombreux jeunes supporters venus encourager leurs équipes favorites. Ce tournoi interservices réunit des équipes des différents services déconcentrés des ministères présents dans la région. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de l'armée à celle de l'éducation et l'armée a remporté donc la victoire de manière éclatante sur le score de 4-0. Prévu pour durer plusieurs jours, ce tournoi mettra en compétition des équipes issues de divers secteurs. Cet tournoi interservice qui a été initié il y a un an de cela. Donc les employés vont participer. Il y aura aussi d'autres événements spéciaux aussi. Pourquoi pas pour les personnes handicapées, pourquoi pas pour les femmes. Donc cette fois-ci, on a souhaité que ces personnes, les employés qui pratiquent rarement ces activités sportives, afin que ces personnes, ces employés profitent de ces activités et s'épanouissent. Et à travers cette activité, il y a ce qu'on appelle aussi les sports unis. Donc les employés, ils vont nouer des relations, c'est-à-dire des partenariats, ils vont former l'équipe, ils vont conjuguer les synergies. Et c'est vrai, après tout, les sports luttent contre tous ces fléaux, c'est-à-dire il y a les CAT, il y a les maladies chroniques, il y a les diabètes, il y a les personnes hypertendues aussi qui sont ici aussi. Évidemment, il y a beaucoup de personnes. Donc c'est une autre manière aussi de lutter contre ces différents fléaux des maladies. Donc voilà, c'est pour qu'on a initié. Je remercie également le secrétaire d'État et son staff aussi qui ont initié. La saison sportive 2024-2025 a officiellement démarré aujourd'hui avec le lancement du championnat national organisé par la Fédération djiboutienne de sport de boule. Les premières parties consacrées à la catégorie triplette se sont déroulées sur les terrains aménagés devant l'esplanade de l'annexe de Cher Moussa. Un championnat aux multiples facettes. Cette nouvelle saison se distingue par une structuration en 6 sous-championnats, mettant en lumière la richesse des disciplines pratiquées, triplette, doublette, tête-à-tête, tir de précision, vétéran et une grande nouveauté, le championnat à la mêlée. Une compétition riche en diversité, les équipes participantes témoignent d'une belle représentativité réunissant les 3 communes de la capitale ainsi que des institutions comme le port de Djibouti, la gendarmerie nationale, la Caisse nationale de la sécurité sociale, la garde-côte, le camp Aliouné et la garde pénitentiaire. Cette diversité promet un championnat placé sous le signe de la performance, de l'esprit sportif et du partage. National 2024-2025. Ces jours-là, les joueurs qui sont venus participer au championnat jouent le triplette. La nouveauté de cette année sont le nombre de sponsors ont augmenté. Il y a le port de Djibouti qui participe, la gendarmerie, la CNSS, la garde-côte, l'armée de Ali Ounaï et le pénitencier sont tous là. Et là, je remercie infiniment les différents des sports qui ont participé au championnat national. C'est une nouveauté. Et je remercie ici, à mon côté, le président de l'association de Hayabley qui est là pour participer et qui a ramené plusieurs équipes, en même temps ont sponsorisé. Et au Moyen-Orient, une nouvelle frappe israélienne a ciblé Haret Roues dans la banlieue sud de Beyrouth, marquant le 4e bombardement dans cette zone ce matin. L'armée israélienne avait précédemment appelé à évacuer les alentours de 2 bâtiments. 3 frappes avaient eu lieu plus tôt, dont 2 sur un même bâtiment, avec 2 vagues de bombardements nocturnes. Le bilan du ministère de la Santé libanais fait état de 3 445 morts. Merci de votre fidélité. C'est ainsi que se termine ce journal de 22h. Le programme continue sur Télé Djibouti.